Installez-vous confortablement. Bienvenue à la lueur de la bougie. Ce soir, je vais vous raconter mon histoire de la maison que je voyais chaque nuit dans mes cauchemars, une maison où je n'avais pourtant jamais mis les pieds. Je m'appelle Élise, j'ai 29 ans et je suis architecte d'intérieur dans un petit cabinet de la région lyonnaise. J'ai toujours eu un sommeil facile, profond, presque enviable selon mes amis qui luttent contre l'insomnie. Je m'endormais en quelques minutes, je ne me souvenais jamais de mes rêves et je me réveillais chaque matin reposée, prête à affronter ma journée. C'est peut-être pour cela que ce qui m'est arrivé m'a semblé, au début, si difficile à prendre au sérieux. Tout a commencé un soir d'automne, sans aucun signe avant-coureur, sans aucune raison particulière que je puisse identifier dans ma vie de l'époque. Je venais de m'installer dans un nouvel appartement, seule, après plusieurs années de vie en colocation, et j'étais plutôt heureuse de ce nouveau chapitre. Cette nuit-là, je me suis endormie normalement, sans stress particulier, après une soirée tranquille passée à déballer des cartons. Et c'est cette nuit-là que j'ai vu la maison pour la première fois. Dans mon rêve, je me trouvais devant une bâtisse en pierre grise, assez imposante, avec 2 étages et un toit en ardoise sombre qui semblait presque noir sous un ciel chargé de nuages. Un grand porche en bois soutenait l'entrée avec une porte massive peinte d'un vert profond, presque noir lui aussi, dont la peinture s'écaillait par endroits. Sur la façade, 5 fenêtres à volets fermés donnaient à la maison un air aveugle, comme si elle refusait de me laisser voir ce qui se cachait à l'intérieur. Je me souviens d'un détail très précis, une girouette en forme de corbeau au sommet du toit qui grinçait doucement malgré l'absence de vent. Dans ce rêve, je n'entrais pas dans la maison, je restais simplement debout devant elle, dans une allée gravillonnée bordée de buis mal taillés, comme figée par une force invisible. Une sensation d'oppression m'envahissait peu à peu, la certitude irrationnelle que quelque chose, à l'intérieur de cette maison, attendait patiemment que je franchisse le seuil. Je me suis réveillée en sursaut cette nuit-là, le cœur battant, avec l'impression étrange d'avoir vécu quelque chose de plus réel qu'un simple rêve. Mais je n'y ai pas accordé plus d'importance que cela, pensant qu'il s'agissait d'un cauchemar isolé, sans doute lié au stress de mon déménagement récent. La nuit suivante, pourtant, la maison est réapparue, exactement identique jusqu'au moindre détail. La même façade en pierre grise, le même porche, la même porte vert sombre écaillée, la même girouette en forme de corbeau grinçant sans vent. Cette fois-ci, dans mon rêve, je faisais quelques pas de plus dans l'allée gravillonnée, sentant le crissement des graviers sous mes pieds avec une précision presque tactile. Je me suis réveillée à nouveau en sursaut, cette fois avec une angoisse plus prononcée, une sueur froide trempant mon dos malgré la fraîcheur de ma chambre. J'ai essayé de me raisonner en me disant que le cerveau humain était capable de reproduire des rêves similaires, que ce n'était pas si extraordinaire de rêver plusieurs fois du même lieu. Mais au fil des nuits suivantes, la répétition est devenue troublante, presque systématique, comme si mon esprit suivait un scénario écrit à l'avance dont je ne maîtrisais pas le rythme. Chaque nuit, je progressais un peu plus dans cette allée, me rapprochant inexorablement de cette porte vert sombre que je redoutais pourtant de plus en plus. Chaque matin, je me réveillais avec le même sentiment d'oppression, la même certitude irrationnelle qu'une présence, tapie derrière ses volets fermés, guettait mon arrivée. Durant cette période, j'ai également remarqué des changements dans ma vie éveillée que je n'aurais jamais associés au départ à ces cauchemars récurrents. Je me surprenais à dessiner distraitement sur des post-it au travail la silhouette de cette même girouette en forme de corbeau sans même m'en rendre compte avant de relever la tête. Un collègue m'a fait remarquer en plaisantant que je semblais obsédée par cet oiseau noir et j'ai ri avec lui, sans oser lui avouer la vérité troublante qui se cachait derrière ce geste inconscient. Ce genre d'incident, anodin en apparence, a commencé à s'accumuler, comme si la frontière entre mes nuits et mes journées devenait de plus en plus poreuse. J'ai également remarqué que certains objets de mon quotidien évoquaient de manière troublante des éléments de cette maison, une odeur de bois humide sentie dans une brocante, un grincement de porte chez une amie qui me ramenait instantanément à ce porche imaginaire. Mon appétit a commencé à décliner, mes proches s'inquiétaient de me voir maigrir et perdre en énergie sans que je puisse leur expliquer clairement l'origine de cette fatigue qui me rongeait de l'intérieur. Je redoutais chaque soir le moment de me coucher, retardant autant que possible l'instant de fermer les yeux, sachant pertinemment que la maison m'attendrait, patiente et silencieuse, de l'autre côté du sommeil. Cette peur de dormir, si nouvelle pour moi qui avais toujours eu un rapport si simple au repos nocturne, a fini par affecter jusqu'à mes performances au travail, où je peinais de plus en plus à me concentrer sur mes plans et mes projets d'aménagement. Au bout d'une dizaine de nuits consécutives, j'ai commencé à noter mes rêves dans un carnet posé sur ma table de chevet, espérant que le fait de les coucher sur le papier m'aiderait à comprendre ce qui m'arrivait.
J'y ai consigné chaque détail avec la précision d'une architecte habituée à observer les bâtiments, la disposition exacte des fenêtres, la texture de la pierre, jusqu'au nombre de marches menant au porche, qui était invariablement de 7. En relisant mes notes, j'ai réalisé avec un certain vertige que cette maison, bien que je n'y avais jamais mis les pieds dans ma vie réelle, m'apparaissait avec une cohérence architecturale presque parfaite, comme si un vrai bâtiment existait quelque part et que mon esprit s'y rendait chaque nuit. Cette pensée, plutôt que de m'apaiser, a considérablement renforcé mon malaise, car elle donnait une réalité tangible à ce que j'aurais préféré considérer comme une simple invention de mon inconscient. Une nuit, environ 3 semaines après le début de ces cauchemars récurrents, j'ai enfin franchi la porte vert sombre dans mon rêve. La poignée en laiton terni était étonnamment froide sous ma paume, et la porte s'est ouverte sans un bruit, contrairement à ce que son aspect vétuste aurait pu laisser présager. À l'intérieur, un hall sombre s'étendait devant moi, avec un escalier en bois massif qui montait vers l'étage, ses marches craquant sous un poids invisible, alors que je n'avais pourtant pas encore posé le pied dessus. Une odeur de poussière et de bois humide flottait dans l'air, si intense que je pouvais presque la sentir au réveil, comme si elle s'était accrochée à mes narines pendant mon sommeil. Dans ce hall, plusieurs portes fermées donnaient sur des pièces que je ne pouvais pas voir, et au fond, une porte entr'ouverte laissait filtrer une faible lumière orangée, comme celle d'une bougie ou d'un feu de cheminée. Je me souviens avoir ressenti, dans ce rêve, une envie irrépressible de m'approcher de cette lumière, malgré la terreur grandissante qui m'étreignait la poitrine. Mais avant que je puisse faire un pas de plus, un bruit sourd a résonné à l'étage, comme un pas lourd se déplaçant lentement sur le plancher au-dessus de ma tête. Je me suis réveillée immédiatement, en sueur, le souffle court, avec la certitude absolue que quelque chose à l'étage de cette maison avait conscience de ma présence. Les nuits suivantes, le bruit de ce pas lourd à l'étage est devenu un élément récurrent de mes rêves, se rapprochant chaque fois un peu plus de la cage d'escalier, comme si quelque chose là-haut avait décidé de descendre à ma rencontre. Je me réveillais systématiquement avant que cette présence n'atteigne le rez-de-chaussée, mon corps semblant refuser, par un mécanisme de protection instinctif, d'aller plus loin dans cette confrontation nocturne. Cette frustration de ne jamais voir ce qui m'attendait vraiment ajoutait à mon angoisse une dimension nouvelle, celle de l'inconnu absolu, plus terrifiant encore que n'importe quelle apparition clairement identifiable. J'ai commencé à redouter non seulement la maison elle-même, mais également ce moment charnière du réveil, cette sensation de suspension entre deux mondes qui me laissait chaque matin plus épuisé que la veille. Cette nuit-là a marqué un tournant dans mon expérience, car à partir de ce moment, l'angoisse de ces cauchemars a commencé à s'infiltrer dans ma vie diurne. J'avais peur de m'endormir, peur de retrouver cette maison, peur surtout de découvrir un jour ce qui se cachait derrière cette porte entr'ouverte au fond du hall. J'ai tenté plusieurs stratégies pour échapper à ces rêves, changer mes habitudes de sommeil, éviter les écrans avant de me coucher, prendre des tisanes relaxantes recommandées par une amie. Rien n'y a fait, la maison continuait d'apparaître, nuit après nuit, avec une régularité presque mécanique qui m'effrayait davantage que le contenu même des rêves. J'ai fini par en parler à mon médecin traitant, qui m'a écouté avec attention avant de me proposer de consulter un spécialiste du sommeil, évoquant la possibilité d'un trouble anxieux se manifestant à travers ces cauchemars récurrents. J'ai suivi son conseil et j'ai rencontré une psychologue spécialisée dans les troubles du sommeil, à qui j'ai décrit avec le plus de précision possible chaque élément de cette maison qui hantait mes nuits. Elle m'a expliqué que les cauchemars récurrents pouvaient parfois refléter des angoisses profondes, des souvenirs enfouis ou même des éléments captés inconsciemment dans notre environnement sans que l'on en ait pleinement conscience. Cette explication, bien que rassurante sur le plan théorique, ne collait pourtant pas avec la précision troublante des détails que je continuais à noter dans mon carnet chaque matin. Ma psychologue elle-même a fini par admettre, au bout de plusieurs séances, que la constance et l'exactitude architecturale de mes descriptions sortaient du cadre habituel de ce qu'elle rencontrait chez ses autres patients souffrant de cauchemars récurrents. Elle m'a suggéré, avec une prudence toute professionnelle, d'explorer malgré tout la piste familiale, tout en continuant nos séances pour m'aider à gérer l'anxiété grandissante que cette situation faisait naître en moi au quotidien. C'est lors d'une de ces séances que ma psychologue m'a posé une question qui allait changer le cours de mon enquête personnelle. Elle m'a demandé si cette maison me rappelait un lieu que j'aurais pu voir dans mon enfance, sur une photographie, dans un film, ou même lors d'un voyage dont je n'aurais gardé aucun souvenir conscient. Cette question a fait naître en moi une intuition étrange, celle de fouiller dans les vieilles affaires de ma famille, en particulier celle de ma grand-mère paternelle, décédée alors que je n'avais que 6 ans. Je me souvenais vaguement qu'elle avait grandi dans une région rurale que je n'avais jamais visitée, une partie de son passé dont mon père parlait rarement, comme s'il s'agissait d'un sujet douloureux qu'il préférait éviter.
Avant même de me rendre à ce dîner familial, j'ai pris le temps de rassembler tous les éléments de mon enquête personnelle, relisant attentivement chaque page de mon carnet de rêves pour n'oublier aucun détail important. J'ai également cherché sur Internet des recherches concernant les phénomènes de rêves partagés ou hérités au sein d'une même famille, un domaine qui semblait relever davantage de la parapsychologie que de la science établie, mais qui m'a néanmoins permis de me sentir un peu moins seule dans mon expérience. J'ai découvert que certains chercheurs évoquaient la possibilité d'une transmission épigénétique de traumatismes, une théorie selon laquelle certaines expériences vécues par nos ancêtres pourraient laisser une empreinte biologique transmissible sur plusieurs générations. Cette piste scientifique, bien qu'encore débattue et controversée, m'a semblé étrangement cohérente avec ce que je vivais, comme si mon corps portait la mémoire d'un chagrin que je n'avais pourtant jamais vécu personnellement. Lors d'un dîner chez mes parents quelques jours plus tard, j'ai profité d'un moment d'intimité avec mon père pour aborder le sujet de cette grand-mère que je connaissais si peu. J'ai remarqué son visage se fermer légèrement, cette même expression que je lui avais toujours connue lorsque le sujet effleurait de trop près son enfance. Après une longue hésitation, il a fini par me confier que sa mère avait grandi dans une maison familiale isolée, une bâtisse en pierre qu'elle avait quittée précipitamment à l'âge de 18 ans, sans jamais y retourner de toute sa vie. Il m'a avoué qu'il ignorait lui-même les raisons exactes de ce départ brutal, sa mère ayant toujours refusé d'en parler, se contentant d'évoquer une atmosphère qu'elle qualifiait de simplement irrespirable. J'ai demandé à mon père s'il possédait des photographies de cette maison, une requête qui l'a visiblement surpris, mais il a fini par se souvenir d'une vieille boîte de photos rangée dans le grenier de ses propres parents, jamais vraiment triée depuis le décès de ma grand-mère. Nous avons passé la soirée à fouiller ensemble dans ce grenier poussiéreux et après de longues recherches, nous avons fini par mettre la main sur une boîte en carton usée contenant des dizaines de clichés en noir et blanc datant des années 50. La poussière soulevée par nos gestes flottait dans le faisceau de la lampe torche, donnant à cette scène une atmosphère presque solennelle, comme si nous exhumions bien plus que de simples souvenirs de famille. Mon père manipulait chaque photographie avec une délicatesse inhabituelle chez lui, s'arrêtant parfois plusieurs minutes sur un visage, cherchant à raviver des souvenirs d'enfance qu'il n'avait jamais vraiment pris le temps d'interroger. En feuilletant ces photographies avec une émotion grandissante, je suis tombée sur un cliché qui a fait s'arrêter net les battements de mon cœur. C'était la maison de mes cauchemars, dans les moindres détails, la façade en pierre grise, le porche en bois, la porte vert sombre et même la girouette en forme de corbeau au sommet du toit. Mon père, en découvrant cette photographie par-dessus mon épaule, est resté silencieux un long moment avant de me confirmer d'une voix tremblante qu'il s'agissait bien de la maison où sa mère avait grandi, celle-là même qu'elle avait fui sans jamais expliquer pourquoi. J'ai senti un vertige me saisir, mêlé d'une terreur nouvelle, celle de comprendre que cette maison que je n'avais jamais visitée, dont je n'avais jamais vu la moindre image de mon vivant, existait pourtant bel et bien quelque part, dans une région que je ne connaissais pas. J'ai demandé à mon père s'il savait ce qu'il était advenu de cette bâtisse, si elle existait toujours, et il m'a répondu, après quelques recherches sur son téléphone, qu'elle se trouvait dans un petit village du Cantal, à plusieurs heures de route de chez nous. Cette nuit-là, en rentrant chez moi, je savais déjà que je ne pourrais pas en rester là, que je devais me rendre sur place pour comprendre ce que mon inconscient tentait désespérément de me révéler à travers ses cauchemars. J'ai pris quelques jours de congé la semaine suivante et je me suis rendue seule dans ce village du Cantal, guidée par l'adresse approximative que mon père avait pu retrouver grâce à de vieux papiers de famille. Le trajet en voiture m'a semblé interminable, chaque kilomètre parcouru augmentant mon appréhension, comme si mon corps savait déjà ce qui m'attendait au bout de cette route de campagne. En arrivant dans le village, une bourgade tranquille nichée entre des collines verdoyantes, j'ai demandé mon chemin à quelques habitants qui m'ont regardé avec une curiosité mêlée d'une réticence que je n'ai su interpréter qu'après coup. Finalement, après avoir suivi un chemin de terre à l'écart du bourg principal, j'ai aperçu la maison, exactement telle qu'elle m'apparaissait dans mes rêves depuis des semaines. Le choc de la reconnaissance a été si violent que j'ai dû arrêter ma voiture sur le bas-côté, incapable de continuer à conduire tant mes mains tremblaient. La bâtisse en pierre grise se dressait devant moi, abandonnée depuis apparemment de nombreuses années, avec des volets fermés et une végétation envahissante qui grimpait le long des murs. La girouette en forme de corbeau, rouillée par le temps, grinçait doucement au sommet du toit, exactement comme dans mes rêves, malgré l'absence quasi totale de vent en cette fin d'après-midi. Je suis restée un long moment assise dans ma voiture, incapable de sortir, submergée par un sentiment d'irréalité que je n'avais encore jamais éprouvé de toute ma vie. Avant de sortir de ma voiture, j'ai pris quelques minutes pour observer la maison dans son ensemble, remarquant des détails que mes rêves ne m'avaient jamais montrés, faute de perspectives suffisantes, comme l'étendue du terrain à l'arrière de la bâtisse ou la présence d'un vieux puits à moitié effondré, non loin de l'entrée.
Un silence pesant régnait sur les lieux, seulement troublé par le chant lointain de quelques oiseaux et par le grincement régulier de la girouette. Un silence qui contrastait étrangement avec l'agitation intérieure qui montait en moi à mesure que les minutes passaient. Un vent léger s'est levé à ce moment précis, faisant frissonner les hautes herbes de l'allée, et j'ai eu l'impression fugace que la maison elle-même, dans ce mouvement, semblait enfin remarquer ma présence après toutes ces nuits passées à m'attendre. J'ai fini par sortir du véhicule, sentant l'air frais de cette fin d'après-midi caresser mon visage, un contact bien réel qui tranchait avec l'aspect toujours un peu flou et onirique de mes souvenirs de rêve. Chaque pas que je faisais vers cette maison semblait résonner en moi avec une intensité particulière, comme si mon corps reconnaissait ce chemin bien mieux que ma mémoire consciente ne pouvait l'admettre. J'ai fini par rassembler le courage nécessaire pour approcher la maison, remontant l'allée envahie par les herbes folles, comptant instinctivement les marches du porche, qui étaient, comme dans mes rêves, au nombre de 7. La porte vert sombre, bien que fermée à clé, semblait céder légèrement sous la pression de ma main, comme si le bois gonflé par l'humidité n'offrait plus qu'une résistance symbolique. Je n'ai pas osé forcer l'entrée ce jour-là, consciente qu'il s'agissait d'une propriété privée et que mon geste aurait pu être considéré comme une intrusion, malgré le lien profond qui semblait m'unir à ce lieu. Je suis repartie ce soir-là vers mon hôtel dans le village, l'esprit rempli de questions, avec la ferme intention de trouver un moyen légitime d'accéder à l'intérieur de cette maison. Le lendemain matin, j'ai rencontré la mairie du village, expliquant ma situation à l'employé municipal, qui a fini par me mettre en relation avec le propriétaire actuel de la bâtisse, un homme âgé vivant dans le bourg voisin, ayant hérité de cette maison sans jamais s'y être vraiment intéressé. Cet homme, surpris mais visiblement touché par mon histoire, a accepté de me rencontrer et de m'accompagner sur place pour une visite, curieux lui aussi de découvrir l'intérieur d'un bâtiment qu'il n'avait jamais pris la peine d'explorer. En pénétrant enfin dans le hall de la maison, j'ai reconnu immédiatement l'escalier en bois massif, les marches craquant exactement au même endroit que dans mes rêves, comme si le bâtiment tout entier obéissait à une mémoire que je partageais avec lui. L'odeur de poussière et de bois humide, si présente dans mes cauchemars, flottait réellement dans l'air, confirmant avec une intensité troublante la véracité de mes visions nocturnes. Le propriétaire m'a laissé explorer les lieux à mon rythme, restant discrètement en retrait, tandis que je remontais lentement le couloir menant vers cette fameuse porte entr'ouverte que je n'avais jamais eu le courage de franchir dans mes rêves. En arrivant devant cette porte, désormais simplement fermée mais non verrouillée, mon cœur battait si fort que je pouvais l'entendre résonner dans le silence pesant de la maison abandonnée. J'ai posé ma main sur la poignée en laiton terni, identique en tout point à celle de mes rêves, et je l'ai tournée lentement, retenant mon souffle, prête à affronter enfin ce que mon inconscient avait tenté de me montrer pendant des semaines. La pièce qui s'est révélée derrière cette porte était une petite chambre d'enfant, avec un vieux lit à barreaux, un mobile poussiéreux suspendu au plafond et des jouets d'un autre temps éparpillés sur le sol. Le propriétaire, en découvrant cette pièce avec moi, m'a confié qu'il s'agissait, selon les rares souvenirs familiaux qui lui avaient été transmis, de la chambre d'une petite fille née dans cette maison plusieurs décennies auparavant, une enfant décédée très jeune dans des circonstances que personne dans la famille n'avait jamais souhaité détailler. J'ai senti un frisson glacial parcourir tout mon corps en réalisant que cet enfant aurait pu être une sœur de ma grand-mère, une tante que je n'avais jamais connue, dont l'existence même avait peut-être été effacée par le poids d'un chagrin trop lourd à porter. En quittant cette pièce, j'ai eu la sensation étrange, presque physique, que quelque chose en moi venait de se dénouer, comme si le simple fait d'avoir enfin vu cette chambre suffisait à apaiser une tension accumulée depuis des semaines, voire depuis bien plus longtemps encore. Cette nuit-là, dans mon hôtel du village, j'ai dormi d'un sommeil profond et sans rêve pour la première fois depuis le début de cette étrange expérience. Avant de repartir définitivement du village ce jour-là, je suis retournée une dernière fois dans le jardin à l'arrière de la maison, attirée par une intuition que je ne m'expliquais pas vraiment, une sensation persistante de devoir chercher quelque chose de précis dans cet espace envahi par la végétation. J'ai fini par découvrir, à moitié enfouie sous des ronces épaisses, une petite pierre tombale miniature, si discrète qu'elle aurait pu échapper à un regard moins attentif que le mien, gravée d'un prénom presque effacé par des décennies d'intempéries. En m'agenouillant pour dégager cette pierre des herbes qui la recouvraient, j'ai pu lire, non sans une émotion intense, le prénom Marguerite accompagné d'une date de naissance et d'une date de décès séparées de seulement 4 années. Cette découverte, faite dans le silence presque religieux de ce jardin abandonné, m'a confirmé de manière définitive que mes rêves n'étaient en rien le fruit du hasard, mais bien l'écho d'une histoire familiale bien réelle, restée enfouie dans l'oubli pendant plus d'un demi-siècle. Je suis restée longtemps agenouillée devant cette petite pierre, la main posée sur la gravure à peine lisible, incapable de retenir mes larmes face à cet enfant que je n'avais jamais connu, mais qui semblait pourtant m'appeler depuis toujours à travers mes rêves.
Le propriétaire, resté un peu en retrait par respect pour ce moment, s'est approché doucement pour me proposer son aide afin de dégager complètement cette tombe oubliée de la végétation qu'il avait recouverte au fil des décennies. Ensemble, nous avons nettoyé cette pierre avec le plus grand soin et j'ai promis silencieusement à cette petite fille que je ne la laisserai plus jamais retomber dans l'oubli, quoi qu'il puisse m'en coûter. De retour chez moi quelques jours plus tard, j'ai continué mes recherches sur l'histoire de cette maison et de cette petite fille disparue, épluchant les archives de l'état civil avec l'aide bienveillante de l'employé municipal du village. J'ai fini par découvrir que cette enfant, prénommée Marguerite, était bien la sœur cadette de ma grand-mère, décédée à l'âge de 4 ans d'une maladie foudroyante que la médecine de l'époque n'avait pas su soigner à temps. J'ai compris alors pourquoi ma grand-mère avait quitté cette maison si précipitamment à l'âge de 18 ans, fuyant probablement un lieu chargé d'un chagrin familial trop lourd à porter, une douleur jamais vraiment évoquée, mais transmise malgré tout de génération en génération jusqu'à moi. Cette découverte a donné un sens nouveau à mes cauchemars, comme si cette petite fille oubliée avait cherché, à travers mes rêves, à ce que son existence et sa mémoire ne disparaissent pas complètement dans l'oubli familial. J'ai appris en poursuivant mes recherches dans les registres paroissiaux que Marguerite était tombée gravement malade un hiver particulièrement rude et que le médecin le plus proche se trouvait à plus de 2 heures de route dans les conditions de l'époque, un délai qui avait probablement scellé son destin bien avant qu'il ne soit officiellement constaté. J'ai également découvert que ma grand-mère, alors âgée de 7 ans au moment du décès de sa petite sœur, avait été celle qui l'avait retrouvée sans vie dans son lit, un traumatisme d'enfance dont elle n'avait jamais pu, semble-t-il, réellement se remettre. Cette information a jeté un éclairage nouveau sur le silence obstiné que ma grand-mère avait maintenu toute sa vie autour de cette maison, un silence que j'avais moi-même hérité sans le savoir, à travers ces cauchemars qui semblaient porter le poids d'une culpabilité et d'un chagrin jamais exprimé. J'ai compris alors que ce n'était peut-être pas tant l'esprit de Marguerite qui cherchait à se faire entendre à travers mes rêves, mais plutôt l'écho d'une douleur transmise silencieusement de mère en fille, de génération en génération, jusqu'à ce que quelqu'un, enfin, accepte de la regarder en face. Cette prise de conscience a profondément changé ma manière d'aborder cette histoire familiale, me poussant à partager mes découvertes avec le reste de ma famille, y compris avec ma tante et mon oncle qui ignoraient eux aussi totalement l'existence de cette petite sœur disparue. Nous avons organisé quelques semaines plus tard une petite réunion familiale au cours de laquelle j'ai pu présenter les photographies retrouvées ainsi que les résultats de mes recherches généalogiques dans une ambiance empreinte à la fois de tristesse et d'un apaisement collectif inattendu. Mon père en particulier m'a confié ce soir-là avoir toujours ressenti, sans jamais pouvoir le nommer, une forme de tristesse latente chez sa mère, une ombre qu'il n'avait jamais réussi à comprendre avant que je ne lui apporte ces réponses tant attendues. Cette soirée a marqué pour toute notre famille une forme de réconciliation avec un passé longtemps occulté, comme si le simple fait de nommer enfin cette petite fille disparue suffisait à alléger un poids que nous portions tous sans le savoir depuis des décennies. Depuis cette révélation, je n'ai plus jamais revu cette maison dans mes rêves, comme si le simple fait de connaître enfin son histoire et celle de cette petite fille disparue trop tôt avait suffi à apaiser ce qui cherchait désespérément à se faire entendre à travers mon sommeil. J'ai proposé au propriétaire actuel de participer à mes frais à une petite rénovation symbolique de la chambre de Marguerite, non pas pour effacer son histoire, mais au contraire pour qu'elle soit désormais honorée plutôt qu'oubliée dans le silence. J'ai également fait poser dans le petit cimetière du village où elle repose une plaque commémorative simple avec son prénom et les dates de sa courte existence, un geste modeste mais qui m'a semblé essentiel pour clore enfin cette histoire familiale restée trop longtemps dans l'ombre. Le jour de la pose de cette plaque, toute notre famille s'est réunie dans ce petit cimetière de campagne, un moment simple et sobre auquel même mon père, pourtant peu enclin aux démonstrations d'émotion, n'a pas pu retenir ses larmes. Nous avons déposé quelques fleurs des champs sur cette tombe longtemps oubliée, et j'ai ressenti en cet instant précis une paix profonde que je n'avais plus connue depuis le début de ces cauchemars des mois auparavant. Le propriétaire de la maison, touché par notre démarche, nous a proposé de revenir visiter les lieux aussi souvent que nous le souhaiterions, et il envisage aujourd'hui de restaurer partiellement la bâtisse plutôt que de la laisser tomber définitivement en ruine. J'y suis retournée à plusieurs reprises depuis, toujours avec la même émotion, mais plus jamais avec la peur qui m'habitait au début de cette histoire, comme si la maison elle-même avait enfin trouvé un semblant de repos à travers le mien. Je repense souvent à cette période étrange de ma vie, à ces semaines où je redoutais chaque soir de fermer les yeux, où une bâtisse inconnue semblait me réclamer une visite que je ne comprenais pas encore. Je sais aujourd'hui que je ne pourrai jamais prouver avec certitude scientifique ce qui s'est réellement produit, si c'était l'esprit de cette petite fille qui cherchait à se faire entendre, ou simplement une forme de mémoire familiale enfouie qui a trouvé un chemin inattendu pour remonter à la surface.
Mais quelle que soit l'explication véritable, je garde de cette expérience une certitude profonde, celle que certains silences familiaux pèsent bien plus lourd qu'on ne l'imagine, et qu'ils peuvent parfois se frayer un chemin jusque dans nos nuits les plus intimes pour enfin réclamer d'être entendus. Aujourd'hui, je continue de dormir paisiblement, mais je n'oublie jamais que certains cauchemars ne sont peut-être pas de simples productions de notre esprit, mais des messages venus de bien plus loin que nous, cherchant simplement à être entendus une dernière fois avant de pouvoir enfin reposer en paix. Depuis cette expérience, mon regard sur mon métier même a changé. Moi qui redessine des intérieurs pour en faire des lieux de vie accueillants, je pense désormais différemment à la mémoire que peuvent porter les murs d'une maison, aux histoires silencieuses que peuvent renfermer certaines pièces closes depuis trop longtemps. Il m'arrive, lorsque je visite un chantier ancien pour mon travail, de ressentir une attention particulière pour les recoins oubliés, les greniers poussiéreux, les chambres condamnées, comme si je gardais désormais le réflexe d'écouter ce que ces espaces pourraient encore avoir à raconter. Je ne prétends pas être devenu plus sensible à un quelconque phénomène surnaturel qu'auparavant, mais je sais reconnaître depuis cette expérience la différence entre un simple silence et un silence qui pèse, qui attend, qui espère être un jour rompu. Ce sont désormais ces silences-là que j'apprends à écouter, avec le respect qu'ils méritent, sachant qu'ils portent parfois bien plus de vérité que n'importe quel mot prononcé à voix haute. Si vous faites vous-même un jour des rêves récurrents d'un lieu que vous ne reconnaissez pas, je vous invite à ne pas les ignorer trop vite, car derrière cette étrangeté se cache peut-être, comme pour moi, une histoire familiale qui n'attend que d'être enfin racontée, une voix silencieuse qui espère simplement, après toutes ces années, être enfin écoutée. Merci infiniment de m'avoir écouté ce soir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne à la lueur de la bougie pour ne manquer aucun de nos prochains témoignages. Prenez soin de vous et de vos proches. Rendez-vous demain soir à la lueur de la bougie.